Ravi de vous retrouver pour cette édition du Journal des régions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle est fermement opposée à toute intervention militaire au Niger et reste attachée à la prise du pouvoir par les urnes. L'Algérie fournit des efforts de médiation après le Nigeria et avant le Ghana. Le ministre algérien des Affaires étrangères était au Bénin ce vendredi et reçu par son homologue béninois. Ahmed Attaf va réaffirmer l'objectif de l'Algérie, celui de contribuer à une solution politique qui va épargner au Niger et à toute la région des répercussions d'une éventuelle escalade de la situation. Suivant les deux ministres à la fin de leurs échanges au micro de Marcel Arossi et Rodrigue Blondoumain. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Je tiens à dire que dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Et parlant toujours de cette situation sociopolitique au Niger, les analyses se font nombreuses depuis le coup d'État du 26 juillet à Niamey, au point de virer quelquefois à des manques de courtoisie publique. Sur la chaîne de télévision togolaise Direct 7, un invité lançait des propos discourtois à l'encontre du chef de l'État béninois, de quoi susciter les réactions de plusieurs citoyens, comme ce spécialiste en communication digitale et médias rencontré par Jérôme Humba, suivant ses propos. Dans ces propos que je regrette encore une fois sur ce média togolais, la mesquinerie dont parle celui à qui appartient ces propos, c'est le fait de ne pas être solidaire de la décision de la CEDEAO alors qu'on appartient à la CEDEAO. C'est le fait de prendre part aux réunions, de s'entendre sur ce qu'il y a à faire et ensuite de se désolidariser de ça ou de faire quelque chose qui ne va pas dans le même sens que ce que l'on a retenu. C'est ça la mesquinerie et non le fait de réaffirmer son attachement aux principes et aux valeurs démocratiques. Parce que nous, ici, le choix que nous avons fait, le choix que le peuple béninois a fait depuis 1990, c'est le choix de la démocratie. Le fait de dire que l'on s'en tiendra aux décisions de la CEDEAO, qui est l'espace communautaire auquel nous appartenons tous, et de dire que la décision que la CEDEAO aurait prise, à savoir le fait d'aller jusqu'à l'intervention militaire, si cela était nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est faire preuve de responsabilité. Et c'est ce que tous les chefs d'État qui ont participé et qui appartiennent à l'espace communautaire devraient faire. Et donc, cela n'a rien de belliqueux. Celui ou ceux qui, par leurs actes posés, sont contre la volonté du peuple nigérien, c'est ceux qui ont fait quelque chose qui va contre la volonté du peuple nigérien. C'est ceux qui ont pris en otage, c'est ceux qui ont kidnappé, c'est ceux qui ont marqué un arrêt brusque au processus démocratique. Et donc, en démettant un chef d'État qui est démocratiquement élu. Et quand il dit, celui qui a opiné, que si l'armée béninoise s'aventurait à participer à cette opération, qu'aucun soldat, je ne veux pas reprendre ses propos, mais quand il le dit, je ne sais pas de quelle armée lui, il se fait porte-parole. Mais l'armée béninoise que nous connaissons, l'armée béninoise que nous avons vue, que nous voyons ici, depuis l'avènement du régime démocratique, est toujours restée dans son rôle, celui de défendre la nation, fidèle et loyale à celui qui a été élu démocratiquement et donc qui incarne la République, qui incarne donc la volonté, l'expression générale du peuple béninois.
Et par voie officielle, la réaction du gouvernement béninois va se faire entendre au travers d'une lettre de protestation adressée aux médias concernés. Suivons ici la substance présentée par Jérôme Mungbo. Il circule sur la toile une vidéo évoquant une séquence de débat tirée d'une émission réalisée par votre chaîne où l'on voit un de vos invités sans précaution langagière ni aucun respect s'en prendre au président de la République du Bénin en des termes offensants que la décence recommande de ne pas répéter. Il est constant que cela n'a pas appelé la moindre protestation ni le moindre recadrage de la part de l'animateur, comme la déontologie et les règles du journalisme l'y obligent pourtant, sauf très modérément, lorsque le même invité a affublé le président ivoirien d'un autre qualificatif insultant. Devrais-je faire observer aux professionnels des médias que faute de rappeler son invité à l'ordre dans les règles de l'art, il se fait absolument son complice de cette offense et de ce fait doit assumer en droit les conséquences de cette légèreté grave. Aussi, par la présente, voudrais-je vous adresser nos vives protestations pour cet outrage, cette offense en règle, au président Patrice Talon et vous inviter instamment à trouver les moyens de lui faire réparation. Wilfried Léandre Humbedji. Et après avoir reçu cette note de protestation du gouvernement du Bénin, la chaîne de télévision Direct 7 va se confondre en excuses par voie identique d'interpellation. Elle adresse une note au gouvernement béninois. Elle est lue par Marcela Rossi. Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous avons bien reçu votre courrier du 17 août 2023 dans lequel vous exprimez votre indignation face aux propos tenus par un de nos invités au cours de l'émission Coin de vérité diffusée sur notre chaîne Direct 7. Nous tenons à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce désagrément qui ne reflète en aucun cas notre ligne éditoriale ni notre respect pour le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, ainsi que pour le peuple béninois. Nous vous assurons que nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Nous avons retiré immédiatement l'émission incriminée de tous nos supports de diffusion. Nous présenterons nos excuses ce soir dès l'entame du nouveau numéro à partir de 19h30 temps universel. Nous voudrions également vous faire savoir que Direct 7 n'a rien contre la République sœur du Bénin et son président. Bien au contraire. Nous avons récemment rédigé un article pour féliciter la réalisation lors de la retransmission du direct des manifestations marquant les 63 ans d'indépendance du Bénin, dans lequel nous avons salué les efforts du président et de son pays pour le développement et la retransmission sans faille. Nous espérons que ces actions contribueront à apaiser le ton, à renforcer l'amitié séculaire entre nos deux pays et peuples frères. Vous remercions de votre compréhension et de votre bienveillance et restant à votre disposition pour tout échange utile, veuillez agréer, monsieur le porte-parole, l'expression de notre considération distinguée. Samson Kwevi, le directeur. Ne pas pouvoir se procurer du gaz domestique reste une pilule amère très amère à avaler par les consommateurs. Une situation qui crée de fait une spéculation chez les distributeurs. Ulvaïs Balogun a fait le constat avec Odette Dossou. C'est l'un des produits les plus recherchés ces derniers jours à Cotonou et environ. Devenu rare dans les points de vente, chez les détaillants et même dans certaines stations-service. Entre pénurie et surenchère, les clients, dans des allers-retours incessants, ne savent plus à quel sein se vouer. Je suis à la recherche du gaz domestique. J'ai déjà parcouru plusieurs stations. On m'a indiqué celle-ci. Je suis venu, mais on dit qu'il n'y en a plus, alors que j'en ai vu exposer là. Je suis obligé de rentrer à la maison. En fait, c'était depuis hier que je suis en train de chercher le gaz. Donc je suis allé chez les bonnes dames, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé chez certains, elles m'ont dit c'est à 15 000. J'ai l'accès. Bon. Je suis allé dans une autre station, je n'ai pas trouvé. Donc c'est de là que je suis venu ici ce matin. Lorsque j'étais là le matin, ils m'ont dit de repasser à 15 h. Lorsque je suis venu à 15 h, j'ai vu un agent, il m'a dit il n'y a pas de gaz, que tout est déjà occupé. Alors qu'il y avait de gaz, mais je me suis insisté, je me suis resté. Lorsque je me suis resté, il y a une dame qui était venue avec vécu, ils l'ont servi et la dame est partie. Je me suis dit, ça c'est une corruption. Dans certaines stations-service où le produit est disponible en stock limité,
C'est la règle d'une bouteille par personne qui est appliquée. Nous, on est venus avec 2 bouteilles, mais ils ont dit qu'il ne peut servir qu'une seule bouteille. Je suis venu dans l'intention d'acheter plusieurs bouteilles de gaz. Il y a un jeune homme là qui m'a dit non, qu'il y a une loi qui interdit de vendre 2 bouteilles à une seule personne. Si pour raison de pénurie, on nous dit oui, voilà, on ne peut que servir une bouteille, c'est autre chose. Mais quand on met la loi en avance, ça ne va pas. Parce qu'il y a des rumeurs dans le pays qui disent on vend le gaz à 7 000 francs, alors qu'à la station, ça fait 4 800. Donc, je vois qu'il faut décourager cela. Selon certaines indiscrétions, l'insuffisance du produit sur le marché serait due à une légère pénurie induite par le retard dans l'approvisionnement. Et par communiqué parvenu à notre rédaction, le ministre de l'Industrie et du Commerce rassure les consommateurs et toute la population béninoise que le gouvernement n'a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique. Il les invite à appeler le numéro vert 113 pour les dénonciations. Conformément à la structure des prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 francs le kilogramme, soit 4 770 francs la bouteille de 6 et 9 937 francs CFA, celle de 12,5 kg. Par la même occasion, la ministre invite les opérateurs économiques qui s'adonnent à cette pratique d'augmentation délibérée du prix du gaz à s'abstenir de toute attitude de surenchère de nature à compromettre les efforts du gouvernement. Les services compétents du ministère sont instruits au fin de procéder à des contrôles sur toute l'étendue du territoire. Autre contrôle à présent, contrôle inopiné qui a créé une journée inespérée pour quelques vendeurs de magasins et lieux de vente de Cotonou ce vendredi. Ils ont reçu la visite des éléments de l'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité, une descente pour contrôler la certification des balances utilisées par les commerçants afin de garantir la sécurité des achats aux consommateurs. Arnaud Adadja a suivi l'équipe. L'ANM, l'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité, accomplit ici l'une des missions à elle dévolues. Cette descente inopinée est faite pour s'assurer que ces balances répondent aux attentes des consommateurs. Cette visite inopinée rentre dans le cadre de la surveillance des instruments de mesure que nous avions entamés. Ça fait un certain nombre de jours. En temps, on était sur les distributeurs, mais aujourd'hui, nous sommes sur les balances qui sont utilisées dans le commerce. Par cette descente, l'État veut préserver à chaque consommateur son droit de quitter les centres de vente et de repartir chez lui avec la quantité exacte de kilogrammes de produits exprimés à l'achat. On dépose, vous avez vu, c'est un poids de 2 kg qui est ici. Voyez-vous, la balance est à 0. D'accord? C'est 0 qui est là. Lorsqu'on dépose, ça c'est un poids de 2 kg. La valeur de ce poids, c'est combien à l'avance? Lorsque je dépose, ça vient se positionner sur 2 kg. D'accord? Si on ajoute 1 kg maintenant, vous allez voir, on enlève ça maintenant, on va déposer un poids de 5 kg, vous allez voir. On enlève, ça va signaler 5 kg, ça va venir jusque là. Ça signale exactement 5 kg. OK? Donc les valeurs de ces poids-là sont combien à l'avance? Ce qui vient d'être fait, ça doit se faire à chaque fois. Et nous aidons également le ministère. Nous sommes dans plusieurs commissions qui ont été mises en place pour que les autres magasins, les autres supérieurs de la place puissent rentrer dans la danse. Ce consommateur se réjouit de l'action. On a constaté que sur beaucoup d'autres marchés déjà, après le contrôle, il y avait de fausses balances, mais ce contrôle de la ANM montre que l'État se soucie vraiment des consommateurs. D'autres qui n'ont pas parlé au micro souhaitent que cette descente ne soit pas la dernière. Chanter et danser avec l'Amazone. Cette initiative du gouvernement se poursuit toujours depuis le 8 août sur l'esplanade de l'Amazone. Accueille des soirées d'animation acoustique constituées de divers groupes de prestations. Et les groupes n'ont pas manqué au rendez-vous jeudi dernier devant des visiteurs amoureux de la bonne musique. Saturday Obelako, Daniel Ada en fait le constat. L'ambiance qui règne autour de l'esplanade de l'Amazone depuis le 8 août crée une effervescence unique chez les populations.
Une animation acoustique qui connaît la prestation d'artistes, d'orchestres ou de compagnies de danse dans le but de rendre plus attractive cette période de vacances. C'est une initiative très appréciée par les visiteurs de la géante statue de l'Amazone. Habituellement, on vient juste ici, c'est juste pour voir l'Amazone, prendre des photos, mais avec ça nous permet de nous détendre. On voit à peu près comment ils sont en train de promouvoir la culture de notre pays. Il n'y a que les musiques traditionnelles de chez nous. Ça fait vraiment plaisir que quand même en ces derniers temps, on assiste à ces genres de concerts, de spectacles. Et surtout ce soir, on est émerveillé par ce spectacle si particulièrement sidéré, d'autant plus que les grandes personnes le sont également. C'est vraiment une belle initiative. Ce soir, j'ai décidé de venir prendre de l'air ici. Sans m'attendre à ça, j'ai vu cette belle présentation. Elle était vraiment bonne. C'est une bonne initiative. Chante et danse avec l'Amazone est une initiative du gouvernement béninois qui vise à faire animer le site pour créer de l'enthousiasme au-delà de l'attraction autour de la statue. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi à 20h Kodos Abdoulaye pour la grande édition du journal. Bonsoir chez vous. Même subi pendant plus d'1 an la fermeture des frontières avec le Nigeria. Et contrairement aux prophéties macabres, le pays a tenu. Ici, ce qui nous intéresse tout particulièrement encore au Niger, c'est que, regardez, nous parlons bien de la bande du Sahel. Les tentatives d'incursion terroriste que nous observons chez nous, et qui fort heureusement sont contenues par nos forces de défense et de sécurité, nous viennent essentiellement aujourd'hui de la frontière avec le Burkina. Si nous pourrons considérer un coup d'État, objectivement parlant, mais dans sa forme et dans son fond, c'est comme un délit, car, vous le savez, quand cela dégénère, cela a d'énormes conséquences sur la société. Les activités économiques qui sont bloquées, nous avons l'insécurité, cela compromet la paix et compromet tout ce qui peut vraiment participer au développement du pays. Ça nous dépasse même, ça nous dépasse trop parce que nous, les conducteurs de taxi, si on va maintenant à Malanville pour retourner ces problèmes, parce qu'il n'y a plus d'affluence comme avant, les passagers ne sont plus comme avant. On reste de matinée jusqu'à la soirée, rien. Comme la frontière est fermée, rien ne passe comme avant. C'est une situation déplorable parce que depuis quelques semaines, nous vivons de l'autre côté de notre pays frère cette situation de coup d'État qui effectivement est un coup de force qu'on n'a pas vu venir. C'est une situation qui aujourd'hui a mis un coup d'arrêt aux activités économiques. Pour moi, ce qui se passe au Niger, ce n'est pas sérieux. Parce que nos pays africains ont déjà connu ces moments dans le passé. Nous ne pouvons plus revivre encore ces moments. Si on doit quand même le démettre de ces pouvoirs, les constitutions prévues des parjures
Et je crois que l'armée doit quand même se servir de ces tests-là pour éviter ces coups d'État. Quand on évoque le mot putsch, pour moi, c'est la plus grave et la plus grande des négations. D'accord. Et toutes les conséquences sur l'être humain sont désastreuses. Il n'y a pas un seul avantage que l'on puisse tirer des putschs. Tous ces régimes putschistes qui sont venus au pouvoir dans le Sahel ces dernières années, qu'est-ce que ces régimes ont fondamentalement changé dans le quotidien des populations? Une chose est sûre, il y a une fracture sociale qui naît. Les uns et les autres doivent pouvoir comprendre que ce qui se joue aujourd'hui au Niger, ce n'est pas le Niger qui est en question, mais c'est toute une histoire de l'Afrique. Ce sont les enfants qui observent et qui regardent. En janvier 2013, lorsque le nord du Mali tombe sous la coupe des djihadistes, la CEDEAO envoie ses soldats pour aider Bamako à reprendre le contrôle. Formée par la CEDEAO, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, regroupe jusqu'à 6300 hommes, y compris le Tchad, pays non membre de la CEDEAO. La MISMA sera rapidement enrobée par la MINUSMA, la mission onusienne de stabilisation du Mali. La dernière opération connue à ce jour a lieu en Gambie en 2017 pour appeler le président sortant Yahya Jammeh à laisser le pouvoir au vainqueur de la présidentielle Adama Barrow. L'opération Restaurer la démocratie sera une mission éclair. Après quelques heures à peine, elle sera suspendue au terme d'une nouvelle négociation. Yahya Jammeh abdique et part en exil. Personne n'a dit au président Talon, quand il a pris le pouvoir, de prendre la décision qu'il a prise d'exonérer ou d'exempter de visa d'entrée au Bénin tous les citoyens africains. Donnez-moi un meilleur exemple. Au panafricanisme, je l'ai dit, chiche, le Bénin c'est chez vous. Le président Talon vous dit, vous n'avez pas besoin de visa pour arriver ici. Et ça, c'est depuis le début de son premier mandat. Oui. Quel autre acte éloquent de patriotisme vous voulez avoir d'un dirigeant africain? Le même président Talon est devenu la voix de l'Afrique sur certaines questions essentielles. La dette, le financement du développement africain. Quand vous le voyez prendre la parole à l'intérieur de ces sujets, ça n'est pas que le Béninois qui parle. Et le président Talon, il n'a pas d'une double nationalité. Je vous le souffle. Vous le saviez, mais je vous le souffle. Il était important pour nous de venir vers la vice-présidente de la République pour discuter d'un certain nombre de sujets que nous avons en commun. La question de la promotion du leadership féminin, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a un sujet particulier pour lequel nous tenions également à féliciter Madame la vice-présidente de la République. C'est l'initiative qu'elle a prise, cette grande innovation dont elle est l'auteur, qui est ce projet de mettre en place un ordre du mérite féminin. La parité entre les sexes est encore loin d'être atteinte dans la politique. Malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics, les femmes continuent d'être sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir décisionnel à travers le monde. Une situation que le présent atelier, qui réunit les députés et cadres à divers niveaux de l'administration parlementaire, vise à corriger. Il s'agit, à n'en point douter, d'une réforme sociale d'envergure qui vise l'égalité des droits ainsi qu'un partage équitable des ressources et des responsabilités entre les femmes. Question fondamentale à traiter au cours de ces assises, la gestion efficace de la dette publique, rôle des commissions des finances et des comptes publics en Afrique de l'Ouest. Ce thème d'actualité présente un grand intérêt pour tous les citoyens de notre sous-région. Dans le contexte global de mutation que nous vivons, où interagissent le ralentissement de la croissance économique et l'obligation de transparence et de redevabilité faite aux instances en charge de la gestion des fonds publics. L'association sous-régionale WAPAC, qui se donne pour mission de faciliter et encourager l'interaction entre les commissions de finances dans le seul souci de la transparence dans la gestion des fonds publics, a été créée en 2009 à Accra, au Ghana, où se trouve son siège.
Les anciens membres de Mouel Bénin officiellement installés disent rejoindre la vague jaune avec dignité et en toute responsabilité. Leur ancien parti ne répondait plus à leurs idéaux. Face à cette crise d'idéologie politique et bien d'autres malaises, remettant en cause l'éthique et la morale, nous, membres de la coordination communale de Mouel Bénin de Comé, en vertu des acquis démocratiques de notre pays et par mesure de consensus, avons décidé de prendre notre destin en main. J'ai le plaisir et l'honneur de vous notifier officiellement à cette auguste assemblée notre adhésion publique au parti l'Union progressiste, le renouveau et à ses idées. Membres de la coordination communale, militantes et militants de Banikora, déclarons solennellement notre satisfaction relative aux décisions du bureau politique du samedi 12 août 2023. Félicitons les camarades Tamou Bio Sarako, membre de la haute direction politique, Sina Bio Gounou, membre de la direction exécutive nationale, Zoro Bouragui Sero, Bio Bougo Bio Jean, Oru Gabe Oru Seko, Bio Bagou Yomoro Francine et Meba Bio Mamatou, membres du bureau politique. C'est pour nous, militantes et militants de l'UP Le Renouveau de Banikora, une grande fierté. N'a jamais quitté l'opposition et ne s'apprête même pas à quitter l'opposition. Nous sommes de l'opposition aujourd'hui par rapport à une gouvernance. Rien n'a changé encore. À partir de ce moment, jusqu'à l'heure où nous sommes de l'opposition et nous sommes sûrs que nous le serons jusqu'en 2026. Mais, si nous sommes une formation politique digne du nom et que des échéances électorales sont annoncées, nous devons nous préparer. La résilience du système éducatif face aux situations d'urgence est la thématique qui réunit ces cadres étatiques et non étatiques en charge du secteur de l'éducation au Bénin. Durant 48 heures, ils ont fait le point de la mise en œuvre de la feuille de route de l'année scolaire écoulée. Ce rapport indique la mise en œuvre effective de 45,5% des activités de la feuille de route issue du précédent séminaire, 34,1% étant en cours et 20,4% non réalisés. Statuer sur les questions de menaces sécuritaires autour du système éducatif, c'est l'objectif de ce séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire organisé par le Conseil national de l'éducation. Nous croyons fermement que l'éducation est un pilier essentiel de la résilience de notre société face à de telles épreuves. Ce séminaire nous offre donc l'opportunité d'échanger nos idées, de partager nos meilleures pratiques, d'apprendre les uns des autres. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'éducateurs de déterminer des mécanismes ou de préconiser des stratégies innovantes visant à adapter notre système éducatif au contexte actuel. J'ai acquis ma première voiture à 26 ans. Depuis l'âge de 26 ans, Bernard Tossou côtoie les voitures et maîtrise les réalités liées à l'acquisition de ce bien. J'avoue que la voiture, c'est la première femme d'un homme parce qu'elle a des contraintes, des demandes incompressibles et vous n'avez pas de choix que de vous exécuter. Pour la petite histoire, hier j'ai été à une fête et puis au moment de rentrer où je comptais rentrer avant 18h, je suis parti de l'après 0h. Tout simplement, qu'à ma grande surprise, ma voiture m'a lâché. Une situation dans laquelle se retrouvent au quotidien de nombreux propriétaires de véhicules. Dans ces cas, c'est aux garagistes qu'ils font recours.
Dans ces locaux de l'Institut régional de santé publique de Ouidah, des acteurs du système sanitaire sont édifiés sur le leadership. L'objectif de ce cours régional est de renforcer leurs capacités quant à la mise en œuvre du concept One Health de la CEDEAO. La CEDEAO, consciente de son rôle déterminant et de ses responsabilités dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, s'est engagée à travers ses institutions, des départements et agences. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de prévention, de préparation, de réponse et de résilience aux épidémies des États membres de la CEDEAO. Il a été diagnostiqué du cancer de la prostate en 2008. 15 ans après, il s'en rappelle comme si c'était hier. Celui qui me consultait m'a dit « Papa, vous avez le cancer de la prostate ». Quand il a dit ça, j'ai pris vraiment la patience. Et il a continué à dire « Mais papa, n'ayez pas peur, ça se guérit ». Entre l'annonce du résultat et l'acceptation de la maladie, le septuagénaire n'avait qu'alors qu'un seul souhait, se débarrasser du mal. Mais pour cela, il va devoir patienter quelques années encore. Quand je suis arrivé, il a dit « Professeur, il faut me débarrasser de ça. Maintenant, je suis prêt, il faut me l'enlever. » Il a sorti une phrase que je ne peux jamais oublier. Il a dit, monsieur Absusi, on a dit que vous avez le cancer. On ne traite pas le cancer comme on traite le palu. C'est un océan de verdure déposé par ici, une forêt de palmiers raffia. En dessous, le Tovio, en langue locale tori, ce qui signifie la rivière noire. Une zone humide remplie de tourbes, une matière organique fossile formée par accumulation sur de longues périodes de temps de matière organique morte, notamment les végétaux. On ne pourra pas parler de zones humides au sud du Bénin en pensant qu'à Vranko ou à Djara, Promissété n'a pas de zone humide. Traite négrière, traite des nègres ou encore traite des noirs désigne le commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique durant près de 13 siècles, phénomène historique en raison des dizaines de millions de victimes déportées d'un continent à l'autre. Les Arabes ont pratiqué le commerce des esclaves dès le 7e siècle. Les Européens ont organisé la traite des Noirs durant 4 siècles. La traite des Noirs a donné naissance à un circuit commercial reliant 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. On parlera du commerce triangulaire. Aujourd'hui, c'est une autre dimension qu'on a conférée à cette question, parce que, d'abord, la valorisation de la mémoire de l'esclavage et des esclaves passe par justement la restauration de l'ensemble des sites touristiques qui retracent un peu le narratif de cette histoire-là. Et donc le gouvernement aujourd'hui a décidé de prendre à bras le corps cette question. Et déjà lorsque vous allez à la porte du non-retour et surtout à Ouidah, vous voyez tous les éléments qui ont été reconstitués pour permettre à tous ceux qui viennent là-bas de se replonger un peu dans la mémoire de cette époque-là. Parce que ça répond justement à un impératif du gouvernement qui veut faire en sorte que eh bien, tous ceux qui viendront à Ouidah puissent se retremper dans cette histoire-là. Jour de souvenir, jour de mémoire.
Mémoire douloureuse que cette traite des êtres humains qui a dévasté l'Afrique. Se souvenir des atrocités que les parents ont subies dans le passé. Célébrer l'abolition, même si les vestiges s'ancrent encore dans le temps, la chair des déportés et dans le sang de leur descendance. Plus de 170 ans après l'abolition, la conscience collective d'affiliation avec nos parents, victimes de l'esclavage colonial et de la traite négrière, a été terriblement obscurcie. Se reconnecter à la source et à l'histoire, au culturel et au cultuel des pères. Pour cela, l'arrière-petit-fils d'esclaves africains déportés de force en Guadeloupe fait le voyage de Ouida. Retrouver le lien entre nos aïeux victimes de l'esclavage et nous-mêmes, rééquilibrer le lien entre la Guadeloupe et l'Afrique, singulièrement le lien avec le Bénin. La nouvelle Igname ramenait des chants après les rituels. Dans la maison du président du comité d'organisation, le roi de Bombo, un village de l'arrondissement de Badjoudé, les femmes s'affairent à la cuisine pour apprêter le repas de cette journée de réjouissance. Igname pilé plus sauce d'arachide. Pendant ce temps, les rois de la Donga et d'autres localités accompagnés des populations rallient le site de la fête. Nous avons choisi de reprendre cette fête pour non seulement unir les Lokois, mais leur montrer que c'est nécessaire qu'on soit identifié à travers cette fête, comme d'autres fêtes, comme la fête de Chikotte. Venus de divers horizons, les fidèles de l'Église catholique célèbrent une fois encore la Vierge Marie à travers le pèlerinage marial de Dassazoumé. Avec Marie, nous allons à la rencontre de Dieu. C'est le thème retenu pour cette édition 2023. Les manifestations officielles ont commencé ce vendredi 18 août par une messe d'ouverture. Le pèlerinage est un voyage fait dans un esprit de dévotion pour des motifs religieux. C'est aussi une occurrence de bénédiction divine qui se répandent en abondance sur les pèlerins. Dans une ambiance de joie et de gaieté, les Béninois continuent de savourer de belles mélodies sur la place de l'Amazone. Je suis venue, je ne savais même pas qu'il y avait une animation, donc je suis venue pour me divertir. Comment c'est bien, ça, le rythme est bon, ça nous permet de nous évader. Et je remercie aussi le gouvernement, c'est vraiment bien. C'est une bonne initiative. Si le gouvernement peut remettre ça à chaque fois, ça serait bien. Et pas que pour l'indépendance. Si on peut avoir ça pour d'autres événements, ça serait très bien. Vu qu'il y a aussi l'Amazone ici, c'est très bien. La jeunesse est plus présente et de voir un peu les artistes en tendance actuellement qui font bouger un peu. Bon, ça serait un peu plus cool que ça. C'est une ambiance de gaieté qui règne ici à l'esplanade de l'Amazone. Des démonstrations de diverses sortes pour le plaisir du grand public, admirateur de ce symbole. Chante et danse avec l'Amazone, c'est l'intitulé de cette initiative du gouvernement qui vise à accompagner les visiteurs de ces vacances qui se montrent aussi enthousiastes. Ici, à Avrankou, ils sont considérés comme la relève du rythme Masségom. Âgés de 8 à 16 ans, ils s'illustrent partout où ils passent par leur originalité. Leur spécificité,
reprendre les chansons de la légende Yedenoua Diakui, disparu depuis 28 ans aujourd'hui. Il constitue le groupe de musique traditionnelle, les Azizavi d'Afranco. Ou de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On s'inspire de quelque chose tout à fait ancien pour pouvoir bâtir le nouveau. C'est partant de là qu'on a eu l'idée de travailler avec les enfants. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait un casting, on n'a pas encore fait un recrutement. Donc c'est les enfants qui sont intéressés. Quand les enfants entendent les sons de cloche dans le quartier, ils s'intéressent, ils viennent. On ne les chasse pas. On voit leur potentialité. Est-ce qu'il a l'oreille acoustique? Est-ce qu'il gesticule bien? Est-ce qu'il sait jouer? On lui donne l'opportunité. Pendant 3 jours, la terre d'Okeo a vibré au rythme du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Le festival international Zobin a rendu cela possible. Ce festival international est une refondation de la culture tchadé en général et celle Marie d'Okeo en l'occurrence. Une urge qu'on se mette ensemble. Ils ont trouvé une nouvelle méthode pour arnaquer les populations. Leur mode opératoire se fait passer pour des agents de la Loterie nationale du Bénin. Pour avoir leur proie, ces arnaqueurs n'hésitent pas à créer des groupes sur les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram et autres. Il faut ensuite intégrer les victimes dans les 10 groupes. Une fois à l'intérieur, ils leur demandent de s'inscrire en payant la somme de 5 000 francs et demandent ensuite aux victimes de jouer à des jeux en leur proposant de faux numéros loto gagnants. Ils font croire par la suite aux victimes qu'elles ont gagné le gros lot. Mais avant de le recevoir, elles devront encore débourser de l'argent. Quand ces dernières envoient la somme demandée en espérant enfin récupérer leur lot, elles sont systématiquement bloquées par le bandit qui coupe tout contact avec celle-ci. L'équipe du CEG Saint-Rita devient doublement champion en 2023 après son sacre à Adjong en 2022. Elle remporte ainsi le trophée en jeu au football sur un score d'1-0. La rencontre l'oppose à l'équipe du CEG d'Azové en noir. On a fait 4 matchs, 4 victoires sans encaisser. Et pour un match, on a gagné 4-0. Deuxième match, on a fait 6-0. Et notre quart de finale, on a fait 1-0. C'est la finale ici. On vient de gagner encore 1-0. Félicitations au CEG Saint-Rita pour sa double consécration. On n'est pas surpris. Vous avez été nos dignes représentants au championnat du monde au football et c'est normal que ce soir vous confirmiez votre réputation. Malgré leur âge avancé, ils n'ont rien perdu de leur talent de pongiste, ces responsables présents à l'ouverture des championnats nationaux de tennis de table. Pour l'édition 2023, les athlètes de 22 clubs vont faire le spectacle. Au Bénin, les pongistes sont peut-être nombreux, mais ils sont souvent cachés, non licenciés. Et nous avons pour ambition d'inverser la tendance pour les faire sortir de l'informel. Les présents championnats nationaux sont l'un des moyens pour y parvenir, pour donner vie aux pratiquants cachés de ce sport, pour leur permettre de se dévoiler et de se mettre au grand jour. Une douzaine de médailles d'or et d'argent. Telle est la moisson de ces jeunes athlètes en natation. Ils reviennent du 3e championnat junior zone 2 de l'Afrique.
Alors j'ai fait le triplé médaille d'or sur toutes les épreuves de dos, c'est-à-dire 50 mètres d'eau, 100 mètres d'eau et 200 mètres d'eau. J'ai fait la médaille d'argent sur le 50 mètres papillon et au relais, on a fait 3e. J'espère au championnat d'Afrique en Île-Maurice faire mieux que ce que j'ai pu faire ici. Ce n'est qu'une première étape, c'est le début du commencement. Et je leur ai dit, l'objectif que vise et le comité olympique et la fédération, toutes les fédérations, l'échéance est encore en 2028, c'est-à-dire Los Angeles, les Jeux olympiques de Los Angeles. D'ici juin 2024, ils pourront aller au championnat du monde pour se faire qualifier. Au regard de ces performances, l'espoir est permis. C'est hier que j'ai vu les fiches et ça va se faire à la place de l'Amazon, mais c'est bien. C'est un jeu que moi j'aime beaucoup, que souvent je vois les grandes personnes, les âgés jouer dans mon quartier là-bas. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir constater que cela veut être fait chez nous et c'est vraiment c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est un bel événement parce que je crois que ça réunira beaucoup d'équipes. C'est vrai que je viens de voir l'affiche. Et on y sera, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que moi j'aime bien. Nous sommes vraiment très contents d'apprendre ça, c'est une fierté. Cela montre vraiment des récents booms que le Bénin a connus, qui commencent vraiment à mettre le Bénin sur la carte. La vulgarisation du handisport par le Comité national paralympique du Bénin se fait dans toutes les localités du pays. Nous irons donc à Parakou pour leur permettre de bénéficier de toutes les activités que les associations du Sud ont donc eues. Donc Parakou va nous accueillir, Inch'Allah, bien dans les tout prochains jours. Le handisport est donc en pleine expansion. Ceci permettra à coup sûr de pérenniser son vivier. Les équipes sont vieillissantes et il était important pour nous de rajeunir l'équipe. L'importance de reconnaître, de protéger, de promouvoir les droits des personnes handicapées à vivre dans une société vraiment inclusive. Présenter à la population d'Apapa nos médaillés. Au dernier jeu de la francophonie, sur la flopée de disciplines auxquelles nos athlètes valides et invalides ont pris part, seul le handisport nous a fait honneur grâce à Faisal Achiba qui a remporté la médaille de bronze aux 200 mètres.